Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors après les ovaires, après les testicules plutôt, nous allons voir que les ovaires également obéissent donc à ces mêmes critères avec deux fonctions. D'abord une fonction endocrine et une fonction exocrine. La fonction exocrine est la même que chez l'homme avec essentiellement ici une production de gamètes, donc avec un phénomène qu'on appelle l'ovulation. Alors, exocrine, contrairement à ce que certains disent, certains élèves notamment, c'est pas le fait de libérer quelque chose en dehors de l'organisme, n'est-ce pas? Après l'ovulation, il y a libération d'un ovocyte 2. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Donc cet élément-là n'est pas libéré hors de l'organisme, mais il est libéré, n'est-ce pas, au niveau du pavillon et sera happé pour aller donc s'arrêter au niveau du tiers supérieur des trompes, n'est-ce pas? Donc, comme chez l'homme, retenez ici que c'est la même fonction avec donc la fabrication et la libération de gamètes, très peu évidemment de sécrétion chez la femme. On a parlé brièvement de ce qu'on appelle le col de l'utérus qui sécrète un liquide qu'on appelle la glaire cervicale. Donc on peut qualifier également le col de l'utérus de glande exocrine. Mais ici, principalement, c'est la fonction libératrice d'ovocyte 2 qui est le véritable gamète femelle et qui, comme nous l'avons vu lors de l'ovogenèse, donc va achever sa division que s'il y a fécondation. La deuxième fonction ici, comme chez l'homme là aussi, ce qui me montre que donc, les ovaires et les testicules sont des glandes mixtes. Une glande qui est à la fois exocrine et endocrine est une glande mixte. Eh bien, la deuxième glande, c'est la fonction endocrine. La fonction endocrine. Mais avant d'en venir à cette fonction endocrine, il faut quand même partir d'un fait, c'est qu'il y a une différence fondamentale dans le fonctionnement des ovaires et le fonctionnement des testicules. Le fonctionnement des ovaires est cyclique. Donc, il y a ce qu'on appelle chez la femme des cycles sexuels. Des cycles sexuels. Donc, c'est la succession de ces cycles avec des événements qui se répètent plus ou moins identiques à eux-mêmes avec des intervalles de temps qui ne varient pas et qui sont quand même qui peuvent être perturbés par des facteurs exogènes, endogènes, notamment une grossesse qui peut interrompre l'essentiel de ces cycles, pour ne pas dire tous les cycles, mais quand même là, comprendre que en termes de cycle sexuel, donc il y a d'abord ce qu'on appelle le cycle ovarien, c'est le premier cycle. Le cycle ovarien a une durée approximativement de 28 jours. Donc, au cours de ces 28 jours, il y a des phases. Donc, la première phase, c'est la phase pré-ovulatoire. La phase pré-ovulatoire. La deuxième, c'est la phase ovulatoire. Et la troisième, c'est la phase post-ovulatoire. Alors, ovulatoire. Ici, j'ai parlé d'un cycle qui a une durée approximative de 28 jours. 28 jours. Alors, évidemment, c'est des cycles qui sont plus ou moins variables d'une femme à l'autre, mais la moyenne globale reste autour de 28 jours, donc à peu près un mois. Alors, la phase préovulatoire, elle est appelée également la phase elle a une durée de 14 jours. On l'appelle également phase folliculaire. Durant cette phase, donc, vous savez, le follicule entame déjà son développement et durant cette phase, on a une maturation. Donc, cette phase qui, je le rappelle, dure du 1er au 14e jour.
1er au 14e jour. Durant cette phase, donc, on arrive à l'approche du 14e jour et surtout grâce à cette hormone qu'on appelle la LH, luteinizing hormone, mais surtout également la FSH, parce que la FSH, son nom est indicateur. FSH signifie follicle stimulating hormone, donc l'hormone folliculostimulante. Donc la FSH, durant les 14 premiers jours d'un cycle, stimule le follicule pour en faire à l'approche du 14e jour un follicule mûr, prêt à se rompre pour libérer le gamète femelle. Cette libération a lieu au 14e jour. Donc la phase là, ovulatoire, qu'on appelle également ovulation. Ici, je dis que la phase préovulatoire est aussi appelée phase folliculaire. Cette phase-là a lieu au 14e jour et est marquée par la rupture de la paroi de l'ovaire où le follicule mûr faisait saillie, le follicule lui-même se rompt et libère dans le pavillon donc un gamète femelle qui sera happé et qui va se déplacer comme on l'a vu depuis jusqu'au tiers supérieur. Donc ça, c'est le 14e jour. Du 14e au 28e jour, on a une dernière phase appelée phase post-ovulatoire. On l'appelle également phase lutéale ou lutéinique. Durant cette phase, qu'est-ce qui se passe? Après l'ovulation, qui est la libération du gamète, il restait dans le follicule, donc ce qu'on appelle donc l'antrum, qui est donc rompu. Il y a des cellules folliculaires qui forment la granulosa. Il y a la thèque interne et la thèque externe. Donc ces restes donnent ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune. Alors que la thèque interne du follicule sécrète une hormone qu'on appelle donc les estrogènes, une famille d'hormones en fait, les estrogènes. On peut citer parmi ces estrogènes l'estriol, l'estradiol, donc l'estrone notamment. C'est un groupe d'hormones très varié donc chez la femme, contrairement à ce qu'on a chez l'homme. Donc durant la phase post-ovulatoire, qu'est-ce qu'on a? On a un corps jaune qui est formé suite à l'ovulation et qui est issu du reste du follicule. Le corps jaune se développe et se met à sécréter une hormone différente des oestrogènes qu'on appelle une famille d'hormones qu'on appelle les progestagènes, dont la plus connue est effectivement la progestérone. Donc le corps jaune se développe davantage jusqu'aux approches du 28e jour où le corps jaune commence à régresser. Donc la régression du corps jaune, et je précise que le développement du corps jaune est surtout stimulé par la LH. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs luteinizing hormone, hormone lutéinique, puisque le corps jaune est dû à la prolifération de cellules lutéiniques, donc jaunâtres, qui sécrètent cette hormone-là qu'on appelle la progestérone principalement, donc qui est une progestagène. À la fin du cycle, donc phase post-ovulatoire, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, aux approches du 28e jour, le corps jaune commence à régresser s'il n'y a pas de fécondation. Il faut remarquer que le destin du corps jaune dépend de la survenue ou non d'une grossesse. S'il y a une fécondation, on remarque que le corps jaune, non seulement il persiste, mais il se développe davantage pour donner ce qu'on appelle un corps jaune gestatif. Un corps jaune ou bien un corps jaune progestatif ou encore un corps jaune gravidique. Par contre, comme j'ai dit, en l'absence de fécondation, le corps jaune régresse et finit même par disparaître carrément au 28e jour, ce qu'on va le voir plus tard est à l'origine des règles. Et surtout, il faut remarquer que ce corps jaune-là se transforme en une petite structure donc, dégénérescente qu'on appelle le corps blanc ou corpus blanca. Pour revenir ici au contrôle de ce cycle, il y a un événement clé qu'on appelle l'ovulation. Il faut remarquer que l'ovulation est le résultat d'un contrôle extrêmement précis avec un pic de LH qui survient juste avant l'ovulation et qui donc semble être la cause de l'ovulation. Donc le pic de LH, on remarque que la sécrétion de LH augmente davantage à l'approche du 14e jour et atteint un maximum en pointe, ce qu'on appelle le pic de LH. Ce pic de LH, il faut remarquer lui-même qu'il est dû à un contrôle ovarien. Donc c'est l'ovaire qui provoque l'ovulation, c'est curieux. Donc l'ovaire, à l'approche, puisque le follicule est développé et se développe davantage à l'approche du 14e jour pour donner un follicule mûr, donc on a une thèque interne qui est assez abondante. Cette thèque interne sécrète une grande quantité d'œstrogène. Or, c'est le taux élevé d'œstrogène qui inverse le rétrocontrôle. Du premier à l'approche du
12-13e jour, on a un rétrocontrôle négatif exercé par les oestrogènes. Mais quand le taux d'oestrogène, suite à la maturation du follicule qui devient mûr, au follicule de De Graaf, eh bien, on a un taux d'oestrogène qui est très élevé. C'est ce taux d'oestrogène qui inverse le rétrocontrôle pour en faire, n'est-ce pas, un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui sécrète donc davantage de FSH, mais surtout davantage de LH. C'est cet avantage de LH, c'est cette quantité de LH élevée qui sera à l'origine d'un rétrocontrôle positif qui déclenche l'ovulation. Donc, l'élève doit retenir deux informations clés. Qu'est-ce qui déclenche l'ovulation? Le pic de LH. Mais le pic de LH lui-même, il est déclenché par quoi? Par les ovaires. Comment? Par l'intermédiaire d'un taux élevé d'œstrogène. Donc, en résumé, ce sont les ovaires même qui contrôlent l'ovulation. Autrement dit, qui est mieux placé que pour les ovaires pour savoir que le follicule est mûr et prêt à céder et libérer donc un follicule qu'on appelle un ovocyte qu'on appelle gamète femelle proprement dit, parce que c'est lui qui va être fécondé. Donc voilà pour cet élément-là qui constitue le premier cycle important à retenir, c'est le cycle ovarien qui, comme on l'a dit, a une durée moyenne de 28 jours et commence le premier jour d'apparition des règles. Donc le premier cycle, c'est le cycle ovarien. Après le cycle ovarien, on a un deuxième cycle qu'on appelle le cycle des températures. Cycle des températures corporelles. Alors, pour le cycle des températures corporelles, il faut distinguer deux périodes. La première, c'est pendant la phase folliculaire, c'est-à-dire les 14 premiers jours, et pendant la phase lutéinique. Pendant la phase lutéinique, donc les 14 derniers jours. Alors, il faut remarquer que pendant cette première phase qu'on appelle la phase folliculaire, donc les températures corporelles sont inférieures à 37 degrés Celsius. Donc, si on prend les températures très tôt le matin, on remarque que c'est des températures qui sont toujours inférieures à 37 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe au 14e jour? On a une augmentation subite de la température qui dépasse 37 degrés Celsius. Donc, pour faire simple, le suivi des températures le matin peut permettre de savoir donc est-ce qu'on est en phase folliculaire et est-ce qu'on est en phase lutéinique, et le suivi successif de ces températures permet de savoir, n'est-ce pas, est-ce qu'on a une ovulation ou pas. Ça veut dire que la prise de température très tôt le matin chez la femme peut se permettre de déterminer approximativement donc le moment de l'ovulation. Voilà pour les deux premiers cycles chez la femme, à savoir le cycle ovarien et le cycle des températures corporelles. T'as 3 W suivi d'école au Sénégal, d'accord.